Et bien aujourd'hui j'avais envie d'essayer un nouveau genre de vidéo que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Et c'est un genre de vidéo que je n'ai vu mais que très rarement. Et comme le titre l'indique, je vais vous lire un passage, enfin, le début d'un livre. Et si jamais cette vidéo vous plaît, je continuerai à lire cette histoire qui est un peu bientôt d'actualité vu qu'on arrive bientôt aux fêtes de Noël qui sont les fêtes que je préfère. Voilà, j'aime beaucoup cette période. En plus aujourd'hui il fait un temps pourri, il y a du vent, il fait gris, il pleut limite, donc voilà. Et j'avais envie de vous faire un peu cette vidéo dans un cadre un peu plus chaleureux, cocooning, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit plaid, petit oreiller, petit coussin. J'ai allumé une petite bougie, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur l'introduction. Et si ça vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous aussi à la chaîne pour me soutenir. Et donc le livre que j'ai décidé de vous lire aujourd'hui, il s'agit de La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un livre qui est sorti en 2016 ou 2017, je ne sais plus. J'espère que ça va vous plaire et j'ai pas le livre physique avec moi, mais je l'ai sur ma liseuse, donc il va sûrement y avoir des moments où je vais un peu bugger, donc je vais essayer de rectifier ça au montage. Pas que ce soit trop dérangeant à écouter si jamais je bute sur certains mots, donc voilà. Et on commence tout de suite avec le premier chapitre. Savez-vous ce qui fait marcher la magie? La magie qui fait voler des reines dans le ciel. Celle qui aide le Père Noël à parcourir le monde entier en une seule nuit, qui arrête le temps et réalise les rêves, l'espoir. Voilà ce qui l'a fait marcher. Sans espoir, pas de magie. Ce n'est pas le Père Noël, ni Éclair, ni aucun des autres reines qui font la magie de la nuit de Noël. Non, ce sont les enfants, tous ces enfants qui la désirent et qui en rêvent. Si personne n'en voulait, il n'y en aurait pas. Et parce que nous savons que le Père Noël passe chaque année, nous savons à présent que la magie, du moins une certaine sorte de magie, existe. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où personne ne décorait de sapin, ni ne déchirait de papier cadeau. C'était une époque très triste, où peu d'enfants humains avaient des raisons de croire à la magie. C'est pourquoi le Père Noël eut beaucoup de travail la première fois qu'il décida de donner aux enfants humains une raison d'être heureux et d'y croire. Les jouets étaient dans sa hotte, le traîneau et les rennes étaient prêts, mais en s'envolant de Lutimbourg, il s'aperçut qu'il n'y avait pas suffisamment de magie dans l'air. Il traversa bien l'aurore boréale, mais elle ne brillait pas assez. Et la raison de ce manque de magie, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espoir. Car après tout, comment un enfant pourrait-il appeler la magie de ses vœux s'il ne l'a jamais vue? Et ainsi, ce tout premier passage du Père Noël faillit bien ne pas avoir lieu. Et s'il eut lieu, ce fut grâce à une seule personne, une enfant humaine, une fillette à Londres, qui croyait totalement à la magie, qui espérait un miracle chaque jour encore et toujours. C'était elle, l'enfant, qui avait cru au Père Noël avant quiconque. Ce fut elle qui l'aida alors que ses reines commençaient à faiblir, car l'espoir qu'elle répandit dans le monde, ce soir-là, ajouta de la lumière dans les cieux. Elle donna au Père Noël un but, une direction à suivre, et il suivit cette fine piste, lumineuse, jusque chez elle, au 99 de la rue de la Bimboletterie, à Londres. Une fois que ce fut fait, une fois qu'il eut déposé une grande chaussette pleine de jeux au pied de son lit pouilleux, l'espoir grandit. La magie était là, dans le monde, et elle se propagea dans les rêves des enfants. Mais le Père Noël ne pouvait pas se mentir. Sans cet unique enfant, cette fillette de 8 ans appelée Amelia S. Perrance, qui croyait si fort en la magie, Noël n'aurait jamais existé tel que nous le connaissons. Bien sûr, il fallait aussi les lutins, les reines et l'atelier, et tout ça, mais c'était elle qui avait sauvé la fête, le rêve de magie. Elle était la première enfant, la fille qui sauva Noël, et le Père Noël ne l'oublierait jamais. Un an plus tard. Cher Père Noël, bonjour, je m'appelle Amelia S. Perrance, j'ai 9 ans et j'habite au 99 rue de la Bimboletterie à Londres. Vous le savez, car vous êtes déjà venu ici, l'an dernier, quand vous m'avez apporté des cadeaux. C'était très gentil de votre part. J'ai toujours cru que la magie était possible, même quand les temps étaient durs, et j'ai été émerveillée de la voir se réaliser. Merci. Enfin bref, je vis avec ma maman, Jeanne, et mon chat, Capitaine Sui. Je l'ai trouvé dans un conduit de cheminée, car voyez-vous, les conduits sont rarement droits sur toute leur hauteur. Souvent, ils sont tordus et pleins de recoins. Vous l'avez vu, mon chat?
il est super. Mais parfois il vole des sardines au poissonnier, se bat avec des chats de gouttière et en fait je crois qu'il se prend pour un chien. Je sais que vous avez beaucoup de travail, donc je vais juste vous dire ce que je voudrais pour Noël. J'aimerais 1. Une nouvelle brosse pour ramoner les cheminées. 2. Une toupie. 3. Un livre de Charles Dickens, mon écrivain préféré. 4. Que ma maman aille mieux. Le numéro 4 est très important. Plus important que le numéro 2, vous pouvez garder la toupie. Cela a vraiment été magique de trouver ces cadeaux en me réveillant l'an dernier. Ma maman était ramoneuse, et maintenant je le suis aussi. Elle ne peut plus monter dans les cheminées. Elle ne peut plus rien faire à part rester au lit et tousser. Le médecin dit qu'il faudra un miracle pour qu'elle guérisse. Mais pour faire des miracles, il faut de la magie, pas vrai? Et vous êtes la seule personne, de ma connaissance, qui sache faire de la magie. Donc, je ne veux que cela. Je veux que vous aidiez ma maman à guérir, avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout ce que je vous demande, bien sincèrement, Amélia. Un petit tremblement de terre. Le Père Noël plia la lettre d'Amélia et la mit dans sa poche. Il traversa le pré aux rennes, enneigé, et longea le lac en contemplant le calme paysage de Lutimbourg. La salle commune en bois, les échoppes de sabotiers, la banque du chocolat et le café-pudding qui n'ouvrirait que dans 1 heure dans la rue principale, l'école de traîneau et l'université de fabrication de jouets. Les hauts, du moins à l'échelle des lutins, bureaux de la Gazette des Neiges, dans la rue Vaudol. Les murs en pain d'épices renforcés, dont le soleil matinal soulignait la teinte orangée. Puis, piétinant toujours dans la neige et tournant à l'ouest vers l'atelier des jouets et les montes au bois, il vit un lutin à la tunique et sabots marrons qui marchait dans sa direction. Ce lutin, étant un peu myope, ne vit pas le Père Noël jusqu'à ce que celui-ci l'appelle. « Bien le bonjour, Train-Train !» Le lutin, surpris, sursauta. « Ah, bonjour, Père Noël. Pardon, je ne vous avais pas vu. Je rentre de mon service de nuit. » Train-Train était un des lutins les plus travailleurs de l'atelier des jouets. C'était un drôle de petit lutin nerveux, mais le Père Noël l'aimait beaucoup. En tant qu'assistant adjoint du chef de fabrication des jouets qui tournent et qui rebondissent, il était très actif et ne se plaignait jamais de devoir travailler de nuit. « Tout va bien à l'atelier » demanda le Père Noël. « Oh oui, les jouets qui tournent, tournent, et les jouets qui rebondissent, rebondissent. On a eu un petit souci avec les balles de tennis, mais c'est réglé, elles rebondissent plus que jamais. Les enfants humains vont adorer. À la bonne heure, allez, va dormir, et souhaite un joyeux Noël à Nouche et à Tim Mim pour moi. Je n'y manquerai pas, Père Noël, ça leur ferait bien plaisir, surtout à Tim Mim. Son nouveau jouet préféré est un puzzle qui vous représente. Zigzag, le fabricant de puzzles, l'a fait exprès pour lui. » Le Père Noël rougit. « Oh oh, joyeux Noël, Train-Train. Joyeux Noël, Père Noël. » Et en se disant au revoir, ils ressentirent tous deux quelque chose. Un léger tremblement dans leurs jambes, comme si la terre vibrait. Train-Train crut que c'était la fatigue. Le Père Noël, que c'était l'excitation de la journée et de la nuit qui l'attendait. Ils n'en dirent rien. L'atelier des jouets. L'atelier des jouets était le plus grand bâtiment de Lutimbourg, plus vaste encore que la salle commune et que les bureaux de la Gazette des Neiges. Il se composait d'une tour et d'une pièce principale, toutes deux couvertes de neige. Le Père Noël, en entrant, constata que l'activité régnait. Il vit des lutins heureux qui riaient et chantaient en pratiquant les derniers tests sur les jouets. Retirer la tête des poupées, essayer les toupies, se balancer sur les chevaux à bascule, parcourir les livres à toute vitesse, cueillir les clémentines sur les clémentiniers, câliner les doudous, faire rebondir les balles. La musique était fournie par le groupe préféré des habitants de Lutimbourg, les Clochettes, qui interprétaient un de leurs airs favoris. Noël arrive. Je suis si impatient que j'en ai mouillé ma tunique. Le Père Noël posa sa hotte par terre. « Bonjour, Père Noël !» lança joyeusement Faussette, une lutine pleine d'entrain. Son nom était facile à retenir, car des fossettes creusaient ses joues chaque fois qu'elle souriait, et elle souriait tout le temps. Elle était assise à côté de Bella, rédactrice de blagues, qui travaillait sur sa dernière devinette de l'année, et pouffait en mangeant une part de tourte. Faussette proposa un bonbon à la menthe au Père Noël, et lorsque celui-ci ouvrit le bocal, un serpent en papier lui sauta au visage. « Ah !» Faussette se tordait de rire. « Oh 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 !» fit le Père Noël en s'efforçant d'être sincère. « Combien en avons-nous de cela ?»« 78 647. »« Parfait !» À ce moment-là, les clochettes l'aperçurent depuis l'autre bout de la salle et passèrent aussitôt à la chanson « L'homme à la houppelande rouge », écrite en son honneur.
Ce n'était pas leur plus grand tube, mais les lutins la reprirent quand même en chœur. C'est l'homme à la houppelande rouge, il vient la nuit quand rien ne bouge, sa barbe blanche est sans pareil, il a de drôles d'oreilles. Il nous montre que la vie est belle et que rien n'est plus beau que Noël. Avec ses reines, il parcourt la planète pour combler garçons et fillettes. Espoir et rêve, tout ce qu'ils attendent sur cette terre si grande. Ils l'auront grâce à qui? L'homme à la houppelande, l'homme à la houppelande rouge. Le Père Noël, un peu gêné par les acclamations, ne savait pas où se mettre, si bien qu'il regarda par la fenêtre. Et justement, il vit quelqu'un dehors qui courait vers l'atelier. Personne d'autre ne l'avait remarqué car personne d'autre n'était assez grand pour voir le paysage par la fenêtre. Ce n'était pas un lutin, le Père Noël le voyait bien. C'était encore plus petit, plus léger, plus gracieux, plus élégant, plus jaune, plus rapide. Comprenant enfin de qui il s'agissait, il sortit. « Je reviens tout de suite, mes merveilleux compagnons, dit-il au lutin, profitant d'une pause entre deux chansons. Vous pouvez commencer à déposer les cadeaux dans la hotte sans fond. » Lorsqu'il ouvrit la porte, la créature jaune était arrivée, les mains sur ses hanches menues, pliées en deux, essoufflée. « Fée de vérité !» lança-t-il heureux de la voir. Ce n'était pas souvent qu'une fée venait à Lutimbourg. « Joyeux Noël !» Les yeux de la fée de vérité, qui était naturellement immense, s'agrandirent encore. « Non !» dit-elle en levant très haut la tête pour le regarder, car elle lui arrivait aux genoux. « Comment ça ?»« Non, ce Noël ne sera pas joyeux. » La fée de vérité jeta un œil à l'intérieur de l'atelier des jouets et eut envie de se gratter, car elle n'aimait pas tellement les lutins. Il lui donnait des allergies. « Je me suis fait faire une houppelande neuve, annonça le Père Noël. Elle est encore plus rouge que l'ancienne. Et regarde-moi ces bordures en fourrure. Ça te plaît ?» La fée de vérité fit non de la tête. Elle ne voulait pas être impolie, mais elle était obligée de dire la vérité. « Non, ça ne me plaît pas du tout. Tu ressembles à une grosse baie de plaques bière moisies. Mais ce n'est pas de ça que je veux te parler. »« Ah bon? Et de quoi alors? Tu ne viens jamais à Lutimbourg. »« Parce que c'est plein de lutins. » Quelques-uns d'entre eux venaient de remarquer sa présence. « Joyeux Noël, fée vérité !»« Bande d'abrutis !» grommela la fée vérité. Le Père Noël soupira. Il sortit dans la neige et referma la porte derrière lui. « Écoute, fée de vérité, je me ferai un plaisir de bavarder. Mais ce soir, c'est Noël, il faut que j'aide les autres à tout préparer. » Il s'aperçut alors qu'elle semblait effrayée. Il n'avait jamais vu la fée de vérité avoir peur de quoi que ce soit. « Oublie l'atelier, oublie Noël, il faut que tu partes de Lutimbourg, que tu t'enfuis dans les bois. »« Mais qu'est-ce que tu racontes, fée de vérité ?» Alors, il entendit comme un grondement. « Je le savais que j'aurais dû manger davantage ce matin, dit-il en se tapotant le ventre. Ça ne vient pas de toi, ça vient de là-dessous. » La fée pointa le doigt vers le sol. Le Père Noël considéra la neige fraîche, aussi immaculée qu'une page blanche. « Ça arrive encore plus tôt que je ne l'aurais cru, » couina la fée avant de partir en courant. « Trouve-toi un abri, » ajouta-t-elle par-dessus son épaule, « et cache-toi. J'imagine que tu devrais dire aux lutins de se cacher aussi, et tu ferais bien d'annuler Noël avant qu'il ne s'en charge. »« Il ? Qui ça, il ?» Mais la fée de vérité n'était plus là. Le Père Noël pouffa de rire en voyant ses minuscules traces de pas dans la neige, remontant vers les monts au bois. C'était Noël, aucun doute que la fée de vérité avait forcé sur le sirop de cannelle et qu'elle n'avait plus les idées claires. Cependant, le grondement recommença. « Oh, mon ventre, calme-toi » Sauf que le bruit augmenta, et que soudain, il ne ressembla plus du tout à un gargouillement d'estomac. C'était un bruit des plus étranges. Le Père Noël était sûr qu'il n'y avait pas à s'en faire, mais tout de même, il rentra et referma vivement la porte, pour ne plus entendre que les sons de l'atelier des jouets. Monsieur Vilain. 17 jours après qu'Amélia ait envoyé sa lettre, et à seulement 24 heures de Noël, la fillette se trouvait là où elle était souvent, dans un conduit de cheminée. Il faisait noir dans les cheminées. C'était la première chose à laquelle elle avait dû s'habituer. Le noir. Et puis, il y avait aussi la taille. Les conduits de cheminée étaient toujours un peu trop étroits, même pour les enfants. Mais le pire, quand on était ramoneur, c'était la suie. Cette poudre noire s'insinuait partout, dès qu'on se mettait à ramoner. Dans les cheveux, dans les vêtements, dans la peau, les yeux et la bouche. Elle vous faisait tousser d'horribles manières sans pouvoir vous arrêter, et aussi pleurer. C'était un travail affreux, mais elle en avait besoin. C'était pour elle le seul moyen d'acheter des médicaments à sa mère. Et puis l'avantage, c'était que ramoner vous faisait apprécier encore plus la lumière du jour. À vrai dire, cela vous faisait apprécier d'être n'importe où, du moment que c'était hors d'une cheminée. Cela donnait de l'espoir. Avancer dans le noir et la suie,
vous faisait rêver de tous les lieux exotiques et lumineux du monde. En tout cas, ce n'était pas l'endroit où il fallait se trouver le matin d'avant Noël. Calé entre les parois, par les genoux et les coudes, en train de suffoquer sur des nuages de suie tout en maniant sa brosse. Elle entendit quelque chose. Un tout petit bruit, une sorte de plainte. Pas un bruit humain, autre chose. Un miaou. « Oh non !» fit-elle, sachant précisément de qui il s'agissait. Elle appuya ses talons contre le conduit et tâtonna dans le noir de sa main libre jusqu'à toucher quelque chose de doux, de tiède et de velu, couché sur une corniche en pente, dans la cheminée tordue. « Capitaine Suie, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne grimpe jamais dans les cheminées. Ce n'est pas pour les chats. » Capitaine Suie se mit à ronronner quand Amélia le prit dans ses bras et le fit redescendre vers la lumière du salon. D'ordinaire, il était tout noir, sauf le bout de sa queue qui était blanc. Mais ce jour-là, d'un bout à l'autre, il était noir comme de la suie, bien sûr. Il se dégagea des bras de sa maîtresse, fit un bond, se retourna en l'air et se carapata dans la pièce. Sur le tapis couleur crème, le luxueux tapis couleur crème, Amélia contempla avec horreur les traces de pattes noires. « Oh non, capitaine Suie, reviens, qu'est-ce que tu fabriques ?» Elle voulut aller chercher son chat, mais évidemment, elle salissait aussi le tapis. « Oh non, oh non, 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 non !» Elle alla vite prendre un chiffon humide à la cuisine où une bonne préparait l'oie de Noël pour le lendemain. « Pardon, dit-elle, j'ai un peu sali. » La bonne lui fit les gros yeux, tel un chat en colère. « Monsieur Vilain ne sera pas content quand il rentrera de la maison de redressement. » Amélia retourna au salon et essaya d'enlever la suie, mais elle ne fit qu'incruster les taches noires dans le tapis. « Il faut qu'on règle ça avant le retour de Monsieur Vilain, dit-elle au chat. Sur toutes les maisons de la rue, il a fallu que tu choisisses celle-ci pour faire des saletés, capitaine. » Le chat eut un regard penaud. « Bah, tu ne pouvais pas savoir, mais je te parie que Monsieur Vilain a un mauvais caractère. » Et tout en frottant, elle prit conscience que ce salon avait quelque chose de bizarre. C'était la veille de Noël, et pourtant, on ne voyait pas une seule décoration, pas une carte de vœux, ni houx, ni sapin, aucune bonne odeur de pain d'épices. Dans une maison riche comme celle-ci, c'était étonnant. Puis Amélia entendit un bruit dans le couloir. Elle se retourna au moment où la porte du salon s'ouvrait. Monsieur Vilain était là. La fillette leva les yeux vers l'homme. Il était long et sec. Son corps était long et osseux. Son visage long et maigre. Son nez long et crochu. Et, appuyé sur sa mince canne noire, avec son manteau noir, son haut de forme noire, il avait l'air d'un corbeau qui aurait décidé, par un mardi sinistre en picorant des vers, de devenir humain. Monsieur Vilain regardait fixement Amélia, le chat et les traces sur le tapis. « Je suis navrée, dit la fillette. Mon chat m'a suivi dans la cheminée. »« Savez-vous combien m'a coûté ce tapis ?»« Non, monsieur. Mais je suis en train de le nettoyer. Regardez, ça commence à partir. » Capitaine Suie, le poil hérissé, cracha en direction de Monsieur Vilain. D'habitude, il aimait bien les humains. Mais cet homme long ne lui plaisait pas du tout. « Sale bête !»« Il essaie juste de vous souhaiter un joyeux Noël, » dit Amélia en s'efforçant de sourire. « Noël, » fit Monsieur Vilain en tordant la bouche, comme si le mot avait un goût affreux. « Noël n'est un moment heureux que pour les imbéciles. Et les enfants. Visiblement, vous faites partie de ces deux catégories. » Amélia savait qui était Monsieur Vilain. C'était le directeur de la maison de redressement Vilain, l'une des plus grandes de Londres. Elle savait aussi ce que c'était qu'une maison de redressement. C'était un endroit horrible, un endroit où personne ne voulait aller, mais où l'on échouait parfois si on était trop pauvre ou trop malade, si on perdait sa maison ou ses parents. Un endroit où l'on travaillait du matin au soir, où la nourriture était infecte, où l'on ne dormait presque pas et où on était puni en permanence. Quels petits animaux crasseux vous faites, tous les deux. Il n'aime pas qu'on se moque de lui, monsieur. À l'évidence, Monsieur Vilain n'appréciait pas qu'une enfant lui parle ainsi. Surtout une enfant pauvre, vêtue de haillons pleins de suie, et dont le chat avait sali son tapis. « Tiens-toi droite, ma petite. » Elle se redressa. « Quel âge as-tu » ? « 10 ans, monsieur. » Il la prit par l'oreille. « Menteuse !» Il se baissa pour l'observer de près, comme s'il inspectait une tache de boue sur sa chaussure. Amélia, voyant en gros plan son nez crochu, se demanda comment il avait été cassé. Elle aurait aimé être là pour voir ça. « J'ai parlé avec ta mère. Tu as 9 ans. Tu es une menteuse et une voleuse. » Elle avait l'impression que son oreille allait être arrachée. « Pitié, monsieur, ça fait mal !» Monsieur Vilain la lâcha et souffla sur ses mains pour en chasser la suie. « J'aurais pu changer de ramoneur quand ta mère est tombée malade. Mais non, j'ai dit.
Allez, donnons sa chance à la petite. Quelle erreur! C'est dans ma maison de redressement que tu devrais te trouver. Quant à l'argent, c'est 3 pennies, monsieur. Mais comme j'ai un peu sali, je veux bien baisser le prix de moitié. Non. Comment ça, non, monsieur? C'est l'inverse, voyons. C'est toi qui me dois de l'argent. Mais pourquoi, monsieur? Pour avoir abîmé mon tapis. Amélia regarda le tapis en question. Il coûtait sans doute plus que ce que gagna Ramoneur en 10 ans. La rage et la tristesse montèrent en elle. Elle comptait sur ses 3 pennies pour acheter un pudding de Noël. Sa mère et elle ne pouvaient pas s'offrir d'oie ou de dinde, mais un pudding. C'était encore à leur portée. Ou du moins, ça l'aurait été. Combien tu as en poche? Rien du tout, monsieur. Menteuse! Je vois la forme d'une pièce. Donne-la-moi. Amélia sortit de sa poche la seule pièce qu'elle possédait. Elle regarda le visage de la reine Victoria sur le demi-penny en cuivre. Monsieur Vilain secoua la tête et la toisa comme s'il était réellement un corbeau, et elle un asticot. Il lui reprit l'oreille et la tordit cette fois. « Ta mère t'a trop gâtée, hein? Je l'ai toujours trouvée faible, et ton père était d'accord apparemment. Il n'est pas resté avec vous, pas vrai ?» Amélia rougit. Elle n'avait pas connu son père. La seule image qu'elle avait vue de lui était un croquis au fusain fait par sa mère. Sur ce dessin, il était en uniforme de soldat, et il souriait. William Perrans ressemblait à un héros, et cela suffisait à Amélia. Il avait été soldat dans l'armée britannique, et était parti faire la guerre dans un pays très chaud, appelé Birmanie. Il était mort là-bas, l'année où sa fille était née. Elle l'avait toujours imaginé fort, noble, courageux, le contraire de Monsieur Vilain. « Tu n'as pas eu une bonne mère, hein? Regarde-toi, avec ton pantalon tout rapiécé, on dirait un garçon. Elle ne t'a pas appris à être une fille. Enfin, au moins, elle en a plus pour bien longtemps. » Même Capitaine Suy parut s'offusquer de cette remarque. Il s'élança et donna un coup de patte à Monsieur Vilain, enfonçant les griffes dans son pantalon noir et déchirant l'étoffe. Lorsque Monsieur Vilain le repoussa d'un coup de canne, Amélia vit rouge. Elle plongea les piquants noirs de sa brosse dans le visage affreux de Monsieur Vilain et lui donna des coups de pied dans les tibias. Et encore et encore. Monsieur Vilain, suffoqué par la suie, eut une quinte de tout. « Tu vas voir un peu !» Mais Amélia n'avait plus peur. Elle pensa à sa mère clouée au lit. « Ne parlez jamais de ma mère !» Sur ces mots, elle jeta la piécette par terre et sortit comme une furie. « On se reverra !» Jamais, pensa la fillette en espérant follement que c'était la vérité. Capitaine Suy la suivait, laissant des traces de pattes noires derrière lui. Elle partit vers l'est, par les rues sombres et sales, afin de regagner sa maison de la rue de la Bimboleterie. Les habitations étaient de plus en plus basses, décrépites et rapprochées. D'une petite église montait le chant « Douce nuit ». Amélia passa devant des gens qui installaient des échoppes pour un marché de Noël, des filles qui jouaient à la marelle, des soubrettes rapportant des dindes de chez le boucher, une femme portant un gros pudding de Noël, un clochard s'émerveillant sur un banc. « Chaud les marrons, chaud! Joyeux Noël !» criait une marchande de marrons. Amélia tâcha d'éprouver la joie de Noël. Mais ce n'était pas facile. Bien moins facile que l'année précédente. « C'est Noël !» lui dit la marchande de marrons. « Le Père Noël va passer !» La fillette sourit en songeant à lui. Elle brandit sa brosse et s'écria à son tour. « Joyeux Noël !» Et voilà, j'ai fini ma petite lecture, j'espère que ça vous a plu. J'espère en tout cas que ma voix s'est bien posée quand même sur l'histoire et que j'ai pas fait trop d'intonation, enfin bref, j'espère que ça vous a plu et je vais pas m'éterniser, mais si ça vous a plu et que vous voulez encore d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme ça je saurai si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir même de parler avec vous, donc voilà, et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne... voilà, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Merci et à la prochaine. Ciao.